il y a 400 000 ans. Il y a 400 000 ans à Nice. Alors on est subcontemporain parce qu'ici vous êtes dans la zone totavélienne et je sais qu'il y a le film qui est présenté également en compétition. Donc on est à peu près, on va dire, subcontemporain de l'homme de Totavel, Arago 21, qui date de 450 000 ans. Nous, notre site, il date de 400 000 ans. Alors, simplement, pour vous donner une idée, on parlait de budget tout à l'heure, hein, des questions sur les budgets. Pour vous donner une idée, il faut penser à €, quand on parle de préhistoire. C'est-à-dire 400 000 ans, c'est 400 000 €. Et essayez d'imaginer, par exemple, Lascaux, c'est 20 000 ans, 20 000 €. Donc, vous voyez que 400 000 ans, c'est très, très, très vieux. C'est un site qui est extrêmement ancien. Et c'est un site où on a eu les prémices de la domestication du feu avec des foyers extrêmement anciens. Donc ce site de Terra Amata, il est à Nice, à côté du port. Et il a été fouillé en 1966, donc il y a quand même très très longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a donné lieu, et donc on va en parler, à de nombreuses images. À de nombreuses images, des images qui, pour la plupart du temps, ont été des dessins. Et nous, on a voulu, avec l'équipe de Dimika, proposer une image animée de la vie de ces hommes. Alors, ces hommes, c'était des chasseurs-cueilleurs qui chassaient, on va le voir dans le film, hein, qui chassaient un certain nombre d'animaux. Et on a la chance d'avoir un musée, c'est-à-dire fouille en 1966, ouverture du musée. Ceux qui ne connaissent pas et qui viennent à Nice, je les invite à venir découvrir ce musée. Alors c'est un petit musée, mais c'est un musée qui permet de conserver l'ensemble du matériel mis au jour par les équipes d'Henri de Lumley en 1966. Donc ce musée, il a été ouvert en 1976. Alors ça fait longtemps. Donc il y a eu plusieurs versions de la muséographie. La dernière en date, elle a été faite en 2016. Et on a voulu, cette année, sur 2 exercices budgétaires d'ailleurs, mettre en place un film pour donner des images en mouvement et pour pouvoir mieux expliquer le site. Parce que le musée ressemble un peu à la salle qui est là, et il faut imaginer que sur un vaste mur de cette salle, on a un mur blanc. Et donc on s'est dit que c'était un peu sous-exploité, cet immense mur blanc, et qu'il faudrait lui donner une image qui permette de voir un peu. Et en dessous, il y a la maquette, on le verra sur les images, il y a le moulage d'un des sols. Et l'idée, c'est de faire comprendre aux gens, par le biais de ce film, quel est le rapport entre l'occupation humaine et le moulage. Parce que souvent, les gens ils ont du mal à comprendre, finalement, comment les hommes étaient installés, et puisque le moulage nous donne la position, je dirais, de la découverte archéologique, l'image de la découverte archéologique. Et donc, ce film, vous allez le voir, je fais une petite introduction pour se donner une idée, a pour objectif de faire comprendre comment ce musée qui est organisé autour de ce grand moulage de sol de 70 mètres carrés, comment tout ça est organisé et où vivaient les hommes. Voilà en gros ce que je voulais dire en petite introduction. Donc, fort de cet objectif-là, on a fait appel à l'équipe d'IMICA avec laquelle on a déjà travaillé sur le musée de Cigné. Vous avez pu voir les restitutions l'année dernière qui avaient été proposées pour les termes du nord du site de Cigné. Donc, fort de cela, on s'est dit qu'on allait créer ce film. Alors, je ne sais pas, peut-être on va voir. On me le filme tout un peu. Il marche bien, mais il faut le connaître. Donc là, je ne sais pas me tromper, pas lancer le film. Le film des copains, c'est bien celui-là. Hein. Oui. Bon. Et là, on a même une bande son. Ah, il n'y a rien.
Le niveau des terres émergées est plus bas que de nos jours. Le fleuve Paillon forme un delta de part et d'autre de l'actuelle colline du château. Des zones marécageuses par... Allez, c'est reparti. Nice est aujourd'hui une grande ville au bord de la Méditerranée. Mais à quoi ressemblait ce territoire il y a 400 000 ans? Le niveau des terres émergées est plus bas que de nos jours. Le fleuve Paillon forme un delta de part et d'autre de l'actuelle colline du château. Des zones marécageuses parsèment le paysage. À cette époque comme aujourd'hui, règne un climat tempéré de type méditerranéen. On le remet? On y trouve Allez, on le remet. des oliviers, des pins, des chênes. Ce coup-ci, ça va être bon, là. Nice est aujourd'hui une grande ville au bord de la Méditerranée. Mais à quoi ressemblait ce territoire il y a 400 000 ans? Le niveau des terres émergées est plus bas que de nos jours. Le fleuve Paillon forme un delta de part et d'autre de l'actuelle colline du château. Des zones marécageuses parsèment le paysage. À cette époque comme aujourd'hui, règne un climat tempéré de type méditerranéen. On y trouve des oliviers, des pins, des chênes verts. Ces arbres forment une part importante de la végétation. Les animaux sont caractéristiques d'un climat proche de celui dans lequel nous vivons. Des groupes de cerfs parcourent ce paysage où vivent des tortues d'Hermann, des sangliers, mais aussi des troupeaux de majestueux éléphants antiques aujourd'hui disparus. Les lapins constituent une part importante de la nourriture des hommes de Terra Amata. Les chasseurs semblent apprécier ce petit animal dont de nombreux restes ont été découverts lors de la fouille sur le site préhistorique de Terra Amata. Des traces de découpe montrent qu'ils sont consommés par les hommes. Leur peau ou leur fourrure sont peut-être également utilisées. Les chasseurs de Terra Amata, ces premiers niçois, ont installé leur campement sur une plage de galets. Cette plage se situe en dessous d'une colline actuellement appelée Mont-Boron. Le site de Terra Amata n'est pas un habitat permanent de longue durée, mais une halte de chasse fréquentée à au moins 26 reprises, à la fin d'été ou au début de l'hiver. On peut considérer qu'ils sont les premiers touristes de la Côte d'Azur. Les habitants de Terra Amata sont des Homo heidelbergensis. Voici Ben, il mesure environ 1,65 m, alors que sa femme mesure près d'1,55 m. Il présente une capacité crânienne allant de 1000 à 1300 cm3, soit légèrement plus petite que les Homo heidelbergensis, comme Ben, n'ont pas de front ni menton. Cependant, il possède un bourrelet osseux qui surmonte ses orbites. Il s'agit d'un cursus orbitaire, il est l'ancêtre des Néandertaliens. Une source coule à proximité du campement. C'est certainement une des raisons qui ont poussé les hommes à s'installer ici. Ils peuvent ainsi facilement obtenir de l'eau potable. Leurs cabanes ovales sont relativement grandes. L'actuelle colline du château forme une île dans ce paysage majestueux. À proximité de l'habitat poussent des plantes caractéristiques des zones méditerranéennes, comme la Christ-Marie ou le plantain corne-cerf. Des moules et des patelles ont également été mises au jour au sein du site de Terra Amata. Ces premiers niçois pratiquent des activités variées. Ils récupèrent notamment du bois et des herbes marines pour entretenir leur foyer. Ils ramassaient aussi des nattes de posidonie séchées pour les utiliser en complément d'un morceau de bois comme combustible dans leur foyer. La fabrication d'outils à partir des galets de la plage est une activité importante pour les habitants du site. Ils façonnent par percussion des galets aménagés, comme les choppers, ainsi que des pics ou bifaces. Certains éclats sont transformés par retouche en outils pour travailler le bois ou les peaux. Ils débitent également des éclats tranchants pour découper la viande. Les hommes sont alors des chasseurs de lapins, mais aussi de sangliers, d'éléphants antiques, de rhinocéros de prairie et d'autres animaux présents dans le secteur, comme les cerfs. Les animaux sont ramenés entiers dans le campement. Ils sont découpés et consommés sur place. Ces animaux très présents sur le site constituent une ressource importante pour les habitants. À la tombée de la nuit, ces premiers niçois d'il y a 400 000 ans regagnent leur campement sur la plage de Terra Amata. Dans la cabane, le foyer dispense chaleur et lumière. Les foyers de Terra Amata
sont une découverte exceptionnelle, car elles comptent parmi les plus anciens foyers aménagés de l'histoire de l'humanité, témoignant ainsi des prémices de la domestication du feu par l'homme, nouvelle énergie qui a changé la face du monde. C'est une des raisons pour lesquelles le site de Terra Amata est connu dans le monde entier. Il y a 380 000 ans, le climat de la Terre se refroidit légèrement. Le niveau des océans baisse. À Terra Amata, la mer recule, laissant plus de place aux terres émergées. Les hommes ne sont plus directement sur une plage de galets, mais sur une dune de sable. Néanmoins, le site reste occupé et les hommes poursuivent leurs différentes activités. Hormis les traces des premiers feux de l'humanité, une denrée humaine était mise au jour. Cette incisive nous indique comment un enfant de 7 ans était présent dans le site. Le site de Terra Amata constitue une référence pour la préhistoire mondiale par l'importance des découvertes qui y ont été réalisées. En 1966, par Henri de Lumley, il a fouillé ce gisement majeur pour la connaissance des premiers Niçois. La renommée du site de Terra Amata a conduit la ville de Nice à construire un musée sur le lieu même du gisement préhistorique. Devant vous se trouve aujourd'hui le moulage d'un des sols de la dune. Ce moulage de 70 mètres carrés constitue le plus grand moulage de sol préhistorique exposé dans un musée. Nous vous souhaitons une bonne visite et une belle plongée dans la profondeur des temps préhistoriques dans le musée de Terra Amata. Vous allez nous raconter tout ça, donc c'est pas le PowerPoint, c'est le PDF. Peut-être le... Oui, oui, tout à fait. Voilà. Prenez le micro, on vous laisse vous raconter comment ça a été fait. Voilà. Donc, l'idée, finalement, pour la préhistoire, le problème de la préhistoire, il y a un gros problème, c'est que c'est une discipline fascinante, parce qu'elle nous permet de comprendre le comportement et le mode de vie de nos prédécesseurs ou de nos ancêtres, mais c'est quelque chose qui n'est pas sexy. Pourquoi ? Bien, parce que dans les musées d'art, les musées de Narbonne, par exemple, là je vois ma collègue au premier rang, il y a des beaux tableaux, il y a des belles sculptures, il y a des choses qui donnent envie, des choses sur lesquelles on peut se projeter, parce qu'on a des informations sur les personnages. Louis XIV, par exemple, on peut parler de ses maîtresses. Donc ça permet d'évoquer des choses un petit peu grivoises qui plaisent toujours. On peut s'identifier à Napoléon sur le fond d'Arcole. En revanche, le gars qui a inventé le feu, on ne sait même pas son nom. Donc, c'est une discipline qui est un petit peu difficile aussi parce que les objets que l'on donne à voir, ce sont des objets qui sont des petits galets, qui sont des petits éclats, qui sont des choses qui sont difficiles, surtout pour ces périodes anciennes. Pour les périodes plus récentes du paléolithique supérieur, c'est plus simple. D'où le fait que ça nécessite de proposer des images. On sait que ces images ne sont que des propositions de représentation. On sait que ce n'est pas la réalité, forcément, on sait que ce n'est pas comme ça. Mais on va proposer des images. Et donc, ce que je voulais vous montrer ici,
c'est l'évolution des images qui ont été proposées à Terra Amata dans le temps. Là, vous avez une première image qui date de la fouille de 1966. Lors de la fouille en 1966, vous savez qu'il n'y avait pas de loi sur l'archéologie préventive. Et donc, Henri de Lumley, quand il a lancé ses fouilles, c'est simplement un accord qu'il a eu entre les promoteurs qui voulaient construire l'immeuble. Et donc, en fait, il a fallu qu'il fasse très très vite. Et sur la fin, ben, il avait besoin de gagner un petit peu de temps parce que les promoteurs et les entrepreneurs voulaient le mettre dehors. Donc, il a organisé une conférence, il a demandé à l'architecte du site, de l'architecte de l'immeuble, de faire un croquis qui est conservé dans le musée et qui est cette première image de pendant les fouilles, comme on imaginait le site. On savait qu'il y avait une zone sur le sol P4A, ça c'est une représentation du sol P4A, une zone avec matériel archéologique, tout le reste il n'y en avait pas, on savait qu'on était sur une plage, et donc il faut une proposition de restitution. Par la suite, là on est quelques années, 2-3 années plus tard, on est après la fouille, on a une vision un petit peu plus précise, toujours de ce sol P4A. Là, on est en 1976, pardon, à l'ouverture du musée, avec, là encore, une précision plus importante par rapport au type de végétaux. On commence à avoir des végétaux. Pourquoi? Parce que les études palynologiques ont été conduites, donc on connaît un petit peu l'environnement végétal, ce qui va permettre d'être plus précis sur les végétaux alentours. On va avoir la même chose ici, là on est en 2016 à l'ouverture du musée, avec une restitution de la cabane qui est un petit peu différente, et c'est ce qui représente un autre sol, qui est là le sol DA4, qui n'est plus le même. Mais bon, on a une représentation un petit peu différente de la cabane. Et là apparaît un enfant avec sa maman. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, on a mis au jour une incisive déciduale de lait, donc une dent de lait d'un enfant de 6 ans. Donc cette dent, elle a été interprétée dans un premier temps comme une dent de sanglier, et puis finalement on s'est rendu compte que c'était une dent humaine. Donc on a l'enfant qui s'est rajouté. Donc vous voyez un petit peu les différentes images, et au final, voilà ce qu'on a voulu réaliser. Donc cette fois-ci, proposer une restitution en mouvement sous forme d'un film pour évoquer à la fois le paysage et en même temps l'environnement du site. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que les personnages préhistoriques se sont installés sur une plage marine il y a 400 000 ans. On sait qu'on a une structure à côté d'un gros rocher. On sait qu'on a une zone qui est une zone interprétée comme une structure d'habitat. Évidemment, le type de couvert et savoir en quoi c'était, etc. n'est pas connu. Ce qu'on sait, c'est qu'au centre de la structure, on a le foyer, et on sait que les hommes s'occupaient tout autour, qui avaient donc cette activité, et qu'ils étaient dans une petite crique qu'on a donc voulu représenter. On sait que le niveau de la mer était le même qu'aujourd'hui, mais que le niveau des terres émergées était un peu plus bas que l'actuel, de telle sorte que ce qu'on appelle le rocher du château à Nice était une île. Donc voilà un petit peu, après on a une idée de l'environnement, et par l'étude à la fois des pollens et à la fois des macro-restes végétaux conservés et des charbons de bois qui ont été mis au jour, on a une idée du type d'environnement. Donc on sait qu'on avait un environnement relativement forestier, et on sait qu'on avait une ripisylve. Les données de la sédimentologie permettent également de mettre en évidence la présence à proximité d'un fleuve, qui est le fleuve Paillon, qui existe encore aujourd'hui. Les données sédimentologiques nous amènent
la présence aussi d'une source à proximité du site qu'on a donc voulu restituer et qui est une hypothèse, enfin qui est, selon certaines hypothèses, la raison pour laquelle les hommes se sont installés aussi longtemps à cet endroit-là, qui était à la fois protégé par la petite crique et en même temps qui présentait cette source d'eau potable. Donc voilà un petit peu ce que l'on a voulu synthétiser en précisant bien que c'est une proposition, évidemment, que c'est une idée, une volonté de donner une idée à un moment donné de ce qu'on sait sur le site. Donc, peut-être donc là j'ai donné un peu le contexte, je vais laisser la parole à Mika pour expliquer plus amplement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le premier travail effectivement en réalité avec vous, mais pour Mika, c'était quand même un challenge. La recherche et développement sur ce projet, notamment sur les personnages, avec notamment du motion design, avec l'investissement de combinaison pour aller plus au point sur le détail. Pas que ça évidemment, mais je vous expliquer un peu en détail les techniques. Mais là, on est sur quelque chose de assez pointu en termes de technologie. Non, on a une image. Personnage. On parle assez régulièrement du budget, on est sur un budget total réel de 33 000 €. En développement, on était sur 7 mois, je ne me trompe pas, de travail en partenariat avec toute l'équipe. 400 €, c'est 400 000 €, oui, ça c'est pour les projets. Je vais faire croire que le musée avait 400 000 €. Non, ça va bien, c'est pour les c'est une image. 400 000 €, c'est le budget annuel du musée. Voilà, tu veux rajouter peut-être des choses. Du coup, c'est vrai qu'on a dû mettre en place beaucoup de nouvelles techniques qu'on utilisait pour d'autres domaines, parce qu'initialement, on travaillait plutôt dans l'architecture, l'urbanisme et le paysage. Et on a un cursus très spécifique dans le paysage, pour tout ce qui est végétation, tout ça, on connaît parfaitement bien. Et donc, pour réussir à faire ça, on a dû utiliser différentes techniques qu'on utilisait du coup en architecture et qu'on a transposées dans ce projet, à savoir par exemple la photogrammétrie, à une très petite échelle en l'occurrence. Bertrand nous a fourni un petit buste de l'homme de Total qu'on avait. Du coup, on l'a utilisé pour pouvoir faire une photogrammétrie du crâne. Donc, on n'avait pas le vrai crâne, et après on a dû l'adapter pour que ça soit au plus proche de la réalité, peut-être qu'il fallait le représenter correctement. Tout un échange entre Bertrand et nous pour que ça soit qu'il y ait une bonne corrélation et que ça soit au plus juste. Désolé, je suis habitué à parler. Une fois qu'on a fini de vous modéliser ce personnage, il a fallu l'affiner encore plus dans le détail grâce à un logiciel qui permet, avec de l'IA, de pouvoir vraiment affiner la couleur des yeux, la taille des yeux, les sourcils, les paupières, la teinte des couleurs, la teinte des cheveux, affiner vraiment toutes les particularités du corps et du visage pour que ça soit vraiment quelque chose qui corresponde aux attentes de chacun pour le coup. Et là, pareil, toute une série d'échanges entre les différents intervenants pour que ce soit vraiment au plus mieux. Et une fois qu'on a fini ça, il a fallu ramener tout le personnage dans l'environnement et dans le logiciel, et il a fallu animer les personnages. Et pour pouvoir faire ça, il y a différentes techniques disponibles, à savoir soit par de l'IA, soit avec une combinaison de motion capture. Et c'est vrai que notre choix, c'est de partir sur la motion capture parce qu'on avait l'avantage de pouvoir avoir un retour instantané sur ce que l'acteur était en train de faire. Alors que si nous étions passés par de l'IA, il fallait attendre une demi-journée avant d'avoir le retour. Et du coup, c'est quand même très compliqué. Et pour le coup, c'était quand même mieux de faire comme ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, on a fait appel à des acteurs et il y a de la narration. Pas de l'IA pour le coup. Ici, le choix de l'IA était pour effectivement affiner les détails, mais pas pour le reste. On est
parce qu'il nous fallait faire un visage. Or, nous, à Terramata, on n'a qu'une petite dent, je vous le disais tout à l'heure. On sait qu'il y avait un enfant de 7 ans qui a perdu une dent. Donc, avec la dent d'un enfant, c'est difficile de restituer l'homme de Terramata, la femme de Terramata. Donc, on est parti sur l'idée que c'était un moelle de Bergensis, proche de l'homme de Totavel, puisque Arago 21 date de 400 000 ans, sur le jet de la côte de l'Arago à Totavel, et nous, on est contemporains, on est légèrement un peu plus récent. Donc, on est parti sur l'idée de modéliser un Homo heidelbergensis, donc avec son torus susorbitaire, on va s'expliquer son absence de front, etc. Après, il y a des difficultés évidemment de choix, parce qu'il faut faire des choix en matière de couleur de peau, en matière de pilosité, et là, la coupe de cheveux est assez moderne. Voilà. Alors, on a une question sur le rôle de l'humour dans ce qu'on voulait, c'était quelque chose en même temps qui montre le fait que le parti pris n'était pas de véritablement donner sur les parties dont on n'a pas d'information quelque chose de totalement. On a voulu donner des références pour qu'on comprenne que c'était tout un tas d'éléments qui sont finalement un peu rajoutés. Parce qu'on ne sait pas la coupe de cheveux, parce qu'on ne sait pas la pilosité, etc. Donc on a voulu forcer le trait de ce côté-là. C'est pour ça qu'on leur a, ce qu'on ne voulait surtout pas, on a pris le parti de faire quelque chose qui ne soit pas le moins possible simiesque en tout cas, et pour avoir quelque chose qui montre que ces hommes étaient, prendre un peu le contrepartie de l'idée d'hommes avec beaucoup de difficultés, très simiesques, etc., qui est l'image que les gens ont parfois. Donc on est parti sur quelque chose de complètement différent. Voilà, simplement je voulais rajouter ça. Alors moi c'était plus pour les questions. Tout à fait, là, votre patient dernier. Ok, donc les gens vous remercier, vous applaudir. De méditation, revivre comme ça, c'est humain qu'on a vécu il y a très longtemps. Bon, je pense qu'il va y avoir des questions dans la salle. On va quand même une première, Bertrand, peut-être sur le film est diffusé depuis quand au musée, et quels sont un petit peu les ressentis, les retours éventuels. Alors, je plaisantais tout à l'heure en disant qu'on avait 400 000 € de budget par an. En fait, beaucoup moins que ça. Ce qui fait qu'on a réparti l'effort sur 2 exercices budgétaires. Un exercice budgétaire pour réaliser le film et un exercice budgétaire pour, voilà, je voulais remettre le film, en fait, montrer exactement où il sera diffusé. Et un exercice budgétaire pour mettre en place le matériel pour le diffuser à l'intérieur du musée, parce que ça nécessite des vidéoprojecteurs relativement coûteux, ça nécessite aussi l'aménagement de douches sonores. Nice est aujourd'hui une grande ville au bord de la Méditerranée. C'est la dernière image qu'on montrait au sein du musée. Voilà, donc l'idée, on va voir le positionnement du film au sein du musée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il a été développé pour l'utilisation sur plusieurs supports. Donc effectivement, on l'a développé pour la VR aussi. Aujourd'hui, il n'est pas encore mis en place dans le musée, mais il va l'être. Et il est aussi utilisable sur tablette. Et donc aujourd'hui, il est diffusé au centre du musée. Voilà, l'idée, c'est qu'il sera présenté à partir normalement de la semaine prochaine, parce qu'on a reçu tout le matériel. Il sera présenté ici. Donc l'idée en fait, c'est de le voir depuis la passerelle où on a la vue sur le grand moulage, et
et de telle sorte qu'on comprenne finalement comment ça s'articule entre ce moulage et la position des hommes à l'époque. C'est l'objectif. Après, peut-être rajouter sur les QR codes. Donc c'est l'année prochaine, tu feras un retour sur l'année prochaine, tu pourrais faire un parce que donc on a reçu le matériel la semaine dernière. Il n'est pas encore installé. J'espérais pouvoir vous annoncer qu'il serait installé, mais malheureusement, là, on n'est pas en phase où justement on l'installe cette année. On l'a installé l'année dernière, on l'a installé cette année. Là, c'est l'avant-première ici au rencontre. On le voit, alors vas-y. Après, ce qui est bien avec la technologie qu'on utilise, c'est vrai qu'on peut générer différents types de supports, que ce soit sur tablette, VR, casque, différentes choses. Et du coup, pour les journées internationales du patrimoine, ce qu'on a fait en interne, on a généré des vidéos 360 à différents points de vue dans le musée. Et on a imprimé des QR codes. Quand les gens viennent dans le musée, ils se mettent à différents endroits, ils flashent le QR code et avec leur propre outil, sans avoir besoin du coup d'avoir de gros investissements pour le musée, ça lance une vidéo et on voit tel que c'était il y a 400 000 ans à l'endroit où il se trouve. C'est vrai que c'est quand même très, très intéressant pour ça. Vous avez une question ici? Je te remercie pour la présentation, c'est intéressant. Techniquement, c'est des logiciels, c'est Comment? Vous avez utilisé quoi comme logiciel de rendu? Parce que le rendu est très... Oui, on est parti sur 3D Max, plus une grille derrière sur le rendu. D'accord. Donc vous avez modélé dans 3D Espace? 3D Max et une grille, c'est couplé, en fait, ça dépend des différentes choses. Parce qu'après, on utilise 3D Max, c'est plus qu'on a on gère plutôt bien les végétaux. On a des logiciels qui nous permettent de modéliser les végétaux en fonction des essences. Et du coup, on a le bagage en aménagement paysager. On connaît les plantes, on est capable de les modéliser spécifiquement. Même s'il y a des bases de données qui existent. Vous avez touché la mocap après ou vous l'avez injecté directement? Non, on a retouché un petit peu la taille, mais très très peu. Notamment les visages. Ouais, mais pour le visage, on met un casque avec un appareil photo qui est en temps réel directement dans la grille en fait. D'accord. Merci. On est vraiment dans le cœur du réacteur. On se les montre, tout le monde le connaît. Ce que je voulais préciser, je voulais préciser une petite chose parce que je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure. Tout l'enjeu de la chose, c'est que tout est au même endroit, c'est-à-dire que le musée se trouve dans l'immeuble, je ne l'ai pas bien expliqué, dans l'immeuble qui a été construit, enfin, c'est en construisant l'immeuble que l'on a trouvé le site. Ce qui fait que le musée se trouve à peu près à l'emplacement du site et que le moulage du sol archéologique se trouve à immédiate proximité de l'endroit où se trouvait l'original. Donc c'est toute la spécificité de cet établissement et c'est ce qu'on a voulu souligner, notamment avec les QR codes qui déclenchent les VR. Si on a une autre question. Une question beaucoup pointue. La manipulation des instruments et notamment le façonnage du biface, ça c'est entièrement modélisé du coup? On avait des photos de l'objet des différents endroits, du coup on a remodélisé à l'identique. D'ailleurs, c'est incroyable, dans le musée on voit la pierre qui est entièrement recomposée. Toi tu peux en parler mieux. En fait, je te donne des parties du biface J15 DM 543. Donc, ce biface-là, je leur ai fourni le moulage pour qu'ils puissent le modéliser et que ce soit exactement celui qui est dans la vitrine. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a plein de petites particules. Alors, donc on souligne aussi, parce que dans le musée, on a un nucléus avec les éclats qui remontent sur le nucléus. Ça représente combien de petits objets? 11. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet objet il était sur le sol avec je ne sais pas combien de milliers d'autres objets. Et je n'imagine pas le temps que ça va prendre pour pouvoir recomposer ça. Comme pour faire des scènes. Ouais. On a une question ici. Moi, je n'ai pas fouillé un terrain matin, j'ai fouillé
vais rajouter des informations. Donc Henri de Mullet a eu beaucoup de perspicacité en créant le musée. Parce que donc la fouille c'est 1966 et il a utilisé des méthodes déjà extrêmement modernes pour l'époque. Mais a fortiori, il a eu l'idée de conserver à l'arrière du musée une coupe témoin qui permet de conserver une petite partie du site. Et ça c'est très intéressant parce que ça nous a permis de refaire notamment des prélèvements pour faire différentes études. Donc elle est toujours présente, bien évidemment, on la conserve religieusement. On a pu, parce que j'ai oublié de le dire, mais toutes les données qui sont présentées dans le film, c'est des données qui proviennent de la monographie du site de Terra Amata, qui a été publiée en 5 volumes chez CNRS Éditions sous la direction de Henri de Mullet entre 2006 et 2016. Donc on a toute l'étude de sédimentologie, glaciologie, etc., qui est présentée dans ce travail. Et l'intérêt de cette coupe témoin, c'est que ça a permis de faire des prélèvements qu'on ne faisait pas en 1966. Par exemple, les prélèvements orientés pour le paléomagnétisme. Donc on a pu refaire le paléomagnétisme de Terra Amata grâce au fait qu'il ait pu avoir une partie du site conservée sur cette coupe témoin. Donc ça, évidemment, c'est très précieux et c'est extrêmement important. Et donc elle est toujours là pour éventuellement faire de nouvelles études, de nouvelles datations. Il y a une réflexion justement pour